Bonjour à tous et bienvenue à ce Café Zabre. Un Café Zabre, je vous rappelle ce que c'est de courtes séquences de présentation et d'échanges organisées en visio. Vous voyez qu'on est en visio. Leur but, c'est de découvrir des recherches produites par la communauté scientifique de la Zabre. Il s'agit de partager des résultats d'un ou deux projets de recherche, d'échanger leurs rapports pour la gestion des cours d'eau et leur territoire. Ces cafés arbres, ils sont ouverts aux scientifiques, aux gestionnaires du bassin du Rhône et d'ailleurs, aux bureaux d'études, aux partenaires du réseau de la ZABRE. On s'est dit au niveau de la ZABRE qu'on n'avait pas à attendre une journée d'échange spécifique sur ce sujet euh, pour, euh, pour, euh, pour partager des résultats de recherche produits. Donc, bienvenue. Alors, les gens arrivent progressivement, mais dans les gens qui sont inscrits, vous êtes 147 personnes qui se sont inscrites à ce Café Zabre, dont de nombreux membres du Grès, mais pas que. Il y a beaucoup de gens extérieurs, hein. Dans les membres du Grès, il y en a 40, et donc les autres, c'est des personnes extérieures. Qui êtes-vous? 32% des participants viennent de la communauté scientifique, universitaire ou organismes de recherche. 10% viennent de collectivités locales. 13% des établissements publics et leurs établissements publics de leurs établissements publics. 12% bureaux d'études. 13% associations. Puis ensuite, après, il y a des usagers, des particuliers. Vous venez d'où? Eh ben, 41% viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vrai que le sujet que l'on traite, on s'intéresse au lac et d'ailleurs, on voit qu'il y a 18,9% de participants qui viennent des Deux-Savoies. Donc, le sujet intéresse en tous les cas sur les territoires sur lesquels tu travailles, Émilie notamment. 20% viennent des régions limitrophes. On a même des internationaux à hauteur de 8%. Voilà. Je pense que c'est toujours tout le monde ne nous, il y a des gens extérieurs, donc tout le monde ne nous connaît pas. Donc, ce café, il est organisé par la ZABRE et le Grès. La ZABRE, c'est un réseau de chercheurs pluri- et interdisciplinaires qui travaillent à l'échelle du bassin versant du Rhône. On produit des recherches pluridisciplinaires sur ce bassin. Donc, vous avez une petite photo de groupe, voilà. Et le Grès, c'est une association dont la vocation est d'accompagner le transfert des résultats produits par les scientifiques aux acteurs de l'eau. Voilà, les partenaires de ce Café Zabre sont l'Agence de l'eau, la CNR et EDF qui soutiennent l'animation du Grès au titre de la Zabre depuis de nombreuses années. Je ne manque pas l'occasion de ce café pour vous dire que la Zabre et le Grès font des cafés Zabre, mais font aussi une conférence internationale tous les 3 ans. La prochaine a lieu début juillet prochain autour des fleuves et grandes rivières. Et il a encore le temps de s'inscrire. C'est une conférence en traduction simultanée pour les scientifiques et les acteurs techniques des territoires. Donc, en traduction simultanée, donc tout le monde peut se comprendre. Et voilà, c'est une belle conférence qui a lieu du 30 juin au 4 juillet. Donc, je vous invite à aller sur le site d'EaseRiver et à être tenté par des inscriptions. Le programme de notre revenons à notre café, notre programme aujourd'hui, nous allons découvrir aujourd'hui, il s'agit de découvrir et de partager les résultats de plusieurs projets conduits dans le cadre de la ZABRE par l'équipe de INRAE Cartel et par l'Université de Savoie et d'ITEM. C'est des travaux conduits par Émilie Réalis du côté Cartel et ses collègues et par Emmanuel Lafrochou et ses collègues du côté d'ITEM. Il s'agit de s'intéresser à la compréhension des processus en jeu dans le déclin des populations d'omble-chevalier dans les lacs alpins, notamment le lac du Bourget. En fait, on part un peu dans une enquête. Émilie m'a raconté le parcours de toutes ces recherches faites dans le cadre de la ZABRE. Qui sont les coupables en fait de ce déclin de population d'omble chevalier? Et est-ce que c'est les PCB dans les sédiments des lacs? Est-ce que c'est les gommes de pneus ou leurs additifs? Ou alors est-ce que c'est un cocktail de molécules provenant des routes qui ceinturent le lac? Ben voilà, on va voir le résultat de cette enquête, conduite pas à pas, pilotée donc par Émilie Réalis et Emmanuel Nafrechou. Et c'est une enquête qui est soutenue par l'Agence de l'eau, plusieurs enquêtes qui ont été soutenues par l'Agence de l'eau RMC dans le cadre de l'accord 4 partenariat Agence de l'eau ZABRE. Voilà, ça c'est pour le programme.
Donc, dans le programme, on va avoir une présentation de ces travaux et en démarrage, un petit témoignage de Lionel Navarro sur pourquoi ils ont soutenu cette action au démarrage, en tous les cas. Et il y aura un retour ensuite, à la fin de l'intervention d'Émilie, de Cyril Girel de Chambéry Métropole, qui petite intervention pour voir l'intérêt de cette recherche pour un gestionnaire de bord de lac et pour lancer les échanges. Quelques petites règles pour démarrer, très pratico-pratique. Donc le Café Zabre, il est enregistré pour rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est intéressant de penser à vous renommer dans votre petite étiquette de visio, votre prénom, votre nom et votre structure. Nous invitons maintenant les participants pendant les présentations à couper leur micro. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Vous les posez par écrit dans le chat et je les remonterai aux intervenants qui vous répondront. Euh, S'ils y arrivent, sinon, voilà. Mais ils vont y arriver. Voilà. OK. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'arrête mon partage d'écran et je cède la parole à Lionel Navarro qui va nous faire un petit point d'intérêt. Pourquoi l'agence de l'eau s'est embarquée sur des ordres PCB, de gomme de pneus. Oui, voilà. Alors très rapidement, hein, avant de laisser la parole à Émilie, qui en parlera beaucoup mieux que moi, mais pourquoi effectivement l'agence de l'eau était intéressée par ces projets-là? Alors, pardon, je me suis pas présenté, Lionel Navarro, chargé d'études à l'agence de l'eau au siège à Lyon, et je travaille sur la restauration des milieux aquatiques et également les substances toxiques. Donc pourquoi ces projets nous ont intéressés côté agence de l'eau? La réponse, elle est assez simple et rapide, hein. C'est pour améliorer notre connaissance de l'impact toxique de certaines substances présentes dans les milieux aquatiques. Pour rappel, l'Agence de l'eau est un des opérateurs de la surveillance des milieux aquatiques et de la mise en œuvre des réseaux DCE pour évaluer l'état écologique et l'état chimique des masses d'eau, que ce soit plans d'eau, cours d'eau et autres milieux. Dans ce cadre-là, on est amené à faire des prélèvements d'eau, des analyses. On recherche jusqu'à 1000, plus de 1000 substances, 1100, 1200 substances sur chaque échantillon d'eau, hein. Et pour autant, pour la majorité de ces substances, on a très peu d'informations sur leur toxicité et leur impact sur les milieux. Donc voilà, d'où notre intérêt pour ce type de projet. Je donne un exemple, hein. Par exemple, alors on a tout un tas de substances, hein. Alors, 1200 substances, je dis recherchées, ça peut paraître important, mais finalement, à l'échelle des plusieurs dizaines de milliers de substances qui sont utilisées par les industries, par l'agriculture, pharmaceutique, cosmétique et autres, finalement, ça peut paraître assez peu, mais malgré tout, voilà, 1200 substances qui sont recherchées pour lesquels on a des millions de résultats d'analyse, hein, chaque année. Un exemple que j'allais donner, c'est celui d'un pharmaceutique, par exemple, hein, la metformine, donc un antidiabétique qui est retrouvé de plus en plus fréquemment dans les milieux. La question qu'on se pose côté agence, ben, typiquement, hein, c'est est-ce que c'est grave finalement? Quel est l'impact pour les milieux? Donc ça, voilà, c'est un exemple de question qu'on se pose. Et puis, un autre cas de figure, ce sont les substances qui échappent totalement à notre radar finalement. Et on va voir le cas avec une des substances dont va nous parler Émilie dans quelques instants, hein, avec une substance présente dans la gomme des pneus et pour laquelle enfin, on n'avait aucune connaissance il y a 2, 3 ans. En tout cas, côté agence de l'eau, on ne connaissait pas cette substance. D'où notre intérêt, puisque Émilie s'est rapprochée de nous et nous a expliqué qu'il existait des travaux à l'étranger qui montraient des impacts sur les communautés biologiques, notamment les poissons. D'où notre intérêt, parce que comme je disais tout à l'heure, hein, on évalue l'état écologique. Donc, si on a des facteurs, notamment chimiques, qui interfèrent avec des effets délétères sur ces communautés qui vont pouvoir dégrader l'état écologique, ça nous intéresse d'en savoir plus. Voilà, j'en dirai peut-être pas plus, hein. Mon temps était limité, donc je vais laisser la Ouais. parole à Émilie. Merci beaucoup, Lionel. Et effectivement, Émilie, eh ben, la parole est à toi. Tu Eh ben peux merci, partager ton écran. merci à vous deux pour vos introductions et présentations. Donc effectivement, moi je vais vous présenter un petit peu où on en est en tout cas sur nous les impacts de ruissellement sur les communautés emblématiques des lacs. Donc c'est un travail qu'on a fait avec Emmanuel Nafrechou et puis nos équipes respectives. Et je vais vous montrer un petit peu comment on en est arrivé là en fait.
Donc, le début de l'histoire, c'est l'anthropisation des lacs alpins, qui est bien quand même connue, caractérisée. On est dedans, on est dans un contexte de réchauffement climatique qui est avéré. Et puis, on a sur tous nos lacs alpins et périalpins la population d'omble chevalier qui décline. Donc, on a essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait pour ces poissons emblématiques. Donc, c'est des sténothermes froids, des salmonidés. Alors, ce qu'il faut bien se souvenir, c'est que sur les sténothermes froids, on a associé, et comme pour tous les poissons, à une température optimale, on va avoir une performance biologique optimale. Donc derrière performance biologique, derrière ce mot-là, on met une survie optimale, une reproduction optimale, un métabolisme optimal. Donc là, on voit bien déjà comment le changement climatique peut interférer sur cette performance biologique, puisque plus on va s'éloigner en fait de cet optimum de température, et plus on va avoir nos performances biologiques qui vont diminuer. Associé à ça, quand on va avoir notamment des stresseurs d'anthropisation qui peuvent être des xénobiotiques, donc des molécules qui vont être émergentes ou historiques, type PCB, typiquement, en fait, on va réduire notre performance biologique. Ce qu'il faut aussi se souvenir, c'est que quand on a un polluant, en fait, on va avoir avec ce polluant associé une performance biologique. Et donc, plus on va augmenter, et généralement, on va vers la létalité. Et quand on a couplage, température et polluant, on va diminuer cette performance biologique. On peut avoir différents impacts de ces stresseurs, on va les appeler des stresseurs, la thermie et puis un polluant ici. Ça peut être des effets additifs, donc ça c'est, j'ai envie de dire, le plus intuitif, 1 plus 1 égale 2, ok, les effets s'additionnent. Des effets qui peuvent être potentialisateurs, donc là on est à 1 plus 1 égale 3, ça explose, les effets. Ou au contraire, un truc un peu moins intuitif, on est à 1 plus 1 égale inférieur à 2, où là, il y a un des deux polluants qui va en annuler un autre, où finalement, les deux vont s'auto-annuler. Donc nous, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe pour nos populations quand on est dans ce contexte-là, où finalement, on a plusieurs stresseurs. Pour prendre en compte ces différents impacts, on s'est appuyé sur la théorie des pôles. Alors la théorie des pôles, c'est une covariation de traits de vie. Donc en fait, on va regrouper des grands traits de vie par package, et ces traits de vie, en fait, ils vont covarier, et on va pouvoir faire un scoring à la fin pour regarder en fait comment finalement ce score il va varier en fonction de nos polluants. Et ça va nous donner des effets qui vont pouvoir être réversibles ou non réversibles sur finalement les traits de vie de notre animal. Donc ici, on va avoir des traits de vie dans la stratégie biodémographique. Alors le nom il est un peu barbare, mais derrière ça, on va mettre de la croissance, de la survie typiquement. Sur les traits de vie dits comportementaux, on va avoir notamment de l'activité, de la sociabilité, de l'anxiété de nos animaux. Et puis physiologie avec du métabolisme, du stress. Donc on va regarder tout ça. Donc ça, c'est le contexte général. Si je reviens à ma petite histoire sur les ongles chevaliers et leur diminution dans les Grands Lacs, justement, on s'est intéressé en premier lieu au lac du Bourget. Pourquoi le lac du Bourget? Parce qu'en fait, on avait donc notre population qui diminue, comme dans les autres grands lacs, et puis, on avait un lac qu'on connaît assez bien en termes de contamination au PCB, puisqu'il a été assez bien caractérisé sur cette contamination-là. On sait qu'on a une bioaccumulation dans nos ongles chevaliers, notamment des PCB, donc ces polluants historiques. Pour revenir dessus, donc c'est des polluants éternels, hein. Ils sont bioaccumulables, lipophiles, toxiques. Et puis, donc, ils ont été interdits depuis 87 en France, donc c'est vraiment une pollution historique et récurrente. Dans ce lac-là, les ongles chevaliers sont interdits à la consommation, puisqu'ils sont contaminés à 200 nanogrammes par gramme, et la norme est inférieure à 125. Donc on a encore une contamination qui est réelle. On connaît le transfert notamment générationnel chez le zébrafiche, où il avait été montré ce transfert notamment maternel par les œufs, qui a entraîné une hyperactivité chez les larves, des modifications transcriptomiques, et puis des malformations. Donc on s'est intéressé à ce polluant couplé évidemment à la température, puisqu'on est dans un contexte de changement climatique. On avait des études précédemment faites sur le chevalier qui nous montraient qu'en fait, on avait effectivement, quand on augmente la température, une diminution de la survie embryo-larvaire. Alors, s'intéresser à la survie embryo-larvaire, c'est important parce que c'est les premiers stades de vie et c'est des stades les plus polluo-sensibles et aussi les plus thermiquement sensibles. Donc, ils sont très importants. Et puis, c'est le futur de la génération. Mais en tout cas, là, sur ces études de température, ça nous expliquait pas le déclin de cette population dans le lac du Bourget.
Donc, on s'est posé la question finalement de ce couplage température-PCB via la transmission parentale. Alors, on s'est intéressé à ce couplage parce que finalement, on avait assez peu de connaissances sur un polluant plus la température dessus. On n'avait pas vraiment d'études sur la transmission ni maternelle ni paternelle sur des poissons sauvages. Généralement, c'est plutôt fait sur des poissons type poisson modèle, zébrafish. Et puis, à dose environnementale, encore moins. Voilà. Donc, nous, on a vraiment travaillé à dose du lac. Pour ce faire, alors on a fait la même chose chez les mâles et puis chez les femelles. Donc là, c'est un exemple chez les mâles pour vous montrer le protocole. On a fait de l'injection en intrapéritonéal de nos PCB. On a attendu ensuite un mois. Et puis au bout d'un mois, on a recueilli des ovocytes qu'on a poulés. Et puis on les a fécondés avec la laitance contaminée. On a fait la même chose chez les femelles. On avait contaminé les femelles et on avait fait un pool de laitance de mâles non contaminés. Ensuite, les pontes fécondées ont été incubées à deux températures différentes, à la température optimale de croissance, donc qui a été déterminée par la bibliographie puis par la température de ponte de nos géniteurs. Et puis, on a fait une amplitude de 4,5 degrés qui correspond en fait au modèle RCP 8.5 du GIEC, donc le modèle pour 2100. Et puis, on s'est intéressé au développement embryo-larvaire. On a regardé donc par rapport à notre théorie des postes nos différents packages, donc les paramètres biodémographiques avec la survie, la croissance, les paramètres physiologiques notamment avec le stress, et puis le métabolisme, et puis des paramètres comportementaux, d'agressivité, d'activité, tout en conservant et en regardant aussi les effets toxicologiques, est-ce qu'on est en effet potentialisateur, synergique ou antagoniste. Alors, les résultats qu'on a montrés sur cette transmission parentale des PCV, c'est que qu'elle soit maternelle ou paternelle, on a un effet négatif sur notre trait de vie ici. La transmission maternelle des PCB, elle va être plus importante que la transmission paternelle en termes de survie notamment, puisque quand on est en transmission maternelle, à la fin de l'expérimentation à température optimale de croissance, il nous restait 20% de la population, ce qui est très faible. Et quand on couple avec la température, il ne restait que 12%. Sachant que, par comparaison, pour les mêmes doses, sur la survie par la transmission paternelle, il nous restait à chaque fois 50% de survivants. Donc, c'est assez dramatique. Quand on regarde au niveau du scoring, tout à l'heure, je vous ai dit, on pouvait scorer les traits de vie. Alors là, vous pouvez voir en haut, donc c'est la transmission paternelle, le scoring paternel, et en bas, la transmission maternelle. Donc, à température optimale de croissance pour la dose la plus importante de contamination, où on était à 200 nanogrammes par gramme chez nos géniteurs, parce qu'on a redosé derrière. On avait un scoring qui était à plus 6 par la transmission paternelle. Par rapport à la théorie où on arrive à plus 9, ça veut dire qu'on a des effets sublétaux, mais qui vont pouvoir être réversibles ici. Alors que sur la transmission maternelle, on est déjà à un scoring de plus 9, donc on arrive à la limite de la réversibilité, pardon, des effets. Et surtout, il nous reste que 20% de la population. Donc on a déjà un impact assez important sur notre population. Donc quand on se remet dans notre courbe de capture ici, eh ben, avec cet impact, en tout cas de la transmission maternelle, on a vraiment une piste probable en tout cas des impacts de cette transmission maternelle des PCB sur notre population d'ongles chevaliers. Quand on se fait un petit peu de projection, ici on se met autour de 2100 euh, théoriquement. Quand on regarde l'impact donc de cette transmission paternelle des PCB couplée à une hausse de température, finalement on n'a pas vraiment plus d'impact que quand on est à température optimale, hein, parce que même pour la plus forte dose, on est à plus 7. Donc ça reste encore des effets qui sont gérables par la bestiole. Alors que quand c'est une transmission maternelle, là, on a un scoring qui explose, on est à plus 12. Donc là, les effets sont juste énormes et on va avoir des effets irréversibles qui vont durer dans le temps pour nos animaux ici. Et surtout, il nous reste que 12% de la population. Donc les 12% qui vont passer, entre guillemets, qui vont survivre, vont avoir des impacts sublétaux à long terme. Donc, en termes de projection, en tout cas, de cet impact des PCB sur les populations du lac du Bourget, ça pose des questions, notamment en termes de gestion sur les politiques de repeuplement et sur peut-être le choix de la prise en compte des familles.
Donc ça, c'était une première étude. Donc là, on avait vraiment des pistes pour le lac du Bourget. On peut incriminer cette transmission maternelle, en tout cas en PCB actuel et peut-être futur. Mais quid des autres lacs? Parce que du coup, on s'est dit, OK, ça marche pour le Bourget, mais sur les autres lacs qui sont pas contaminés en PCB, qu'est-ce qui se passe? Parce que sur les autres lacs, que ce soit Annecy ou Léman, finalement, on n'a quasi pas de PCB. Il arrive par volatilisation, c'est négligeable, OK. Alors on s'est tourné vers les microplastiques. Pourquoi les microplastiques? Parce qu'en fait, on avait une étude alors, qui date de 2016, elle a été réactualisée, où on avait 50 tonnes par an qui arrivaient de microplastiques, notamment dans le lac Léman, qui est un lac comme Annecy, saturé en fait en trafic routier. Et sur ces 50 tonnes par an, à l'époque, il disait qu'il y avait 60% qui étaient issus des particules de pneus. Donc on a commencé un petit peu à creuser cette histoire de particules de pneus. Alors ça a été réactualisé, maintenant on est à 100 tonnes par an. Et puis, bah, on avait toujours quand même notre diminution de population. Donc, on s'est vraiment posé des questions. À peu près au même moment de nos réflexions, il y a une molécule qui a fait un petit peu le buzz. C'était la 6-ppd-quinone, qui est une molécule en fait qui est un anti-ozonant. Elle est sous forme, dans le pneu, elle est sous forme 6-ppd et en fait, elle va protéger le pneu de l'usure. Et quand elle va se retrouver sur la route, elle va s'ozoner en 6-ppd-quinone. Cette molécule a fait grand bruit puisqu'elle a été responsable du syndrome de mortalité par ruissellement urbain chez le Somonco. En fait, on a un bassin de rétention de bord de route qui a débordé et qui a fait des milliers de morts chez le Somonco. Donc cette molécule-là, qui est finalement euh, pas trop connue et qui est finalement un petit peu emblématique de ces molécules issues de résidus plastiques qu'on connaît pas trop, parce qu'on connaît un petit peu la particule plastique en elle-même, mais pas tout ce qu'elle va véhiculer et tout ce qui va s'en dégager. Donc on s'y a intéressé parce qu'en plus on avait des études qui nous montrait qu'on pouvait la trouver en quantité non négligeable dans l'environnement. Alors sur certains environnements, on était jusqu'à 900 nanogrammes par litre. D'autres études un peu plus européennes ici nous montraient qu'on était entre 0,2 et 3,5 microgrammes par litre qu'on pouvait retrouver dans nos environnements. Et puis, on avait des études qui étaient faites surtout sur des adultes, assez peu sur les premiers stades de vie, et qui montraient finalement des mortalités différentielles, avec sous-tendu quand même un impact assez fort chez les salmonidés. Donc on s'est dit, est-ce que pour nous, sur notre salmonidé emblématique, notre omble chevalier, est-ce qu'on a des impacts de cette molécule-là? Donc on était au début des connaissances de cette molécule. Donc, ce qui nous a donné l'idée de la tester sur les petits d'ongles chevaliers, sur nos premiers stades de vie, et puis de tester aussi un animal modèle, le gamard, puisqu'on avait assez peu de connaissances sur cette molécule. Donc, on s'est dit, on va faire les deux en parallèle. Un petit peu de référence, polluo-sensible, et puis nous, notre population d'intérêt. Alors, ce qu'on a montré chez le gamard, c'est qu'on avait une augmentation de la mortalité d'environ 10% quand on était à la contamination la plus forte, à 3 microgrammes par litre, chez les mâles. Alors, on est à 10% de mortalité, hein, donc c'est pas non plus la cata. On n'est pas à plus 60% de mortalité, mais on a quand même une mortalité. Alors, on peut l'expliquer parce que on pense que les femelles se détoxifient au moment de la ponte de cette molécule-là et donc elles ont moins d'impact. On a montré pour les deux sexes, en tout cas, qu'il y avait une diminution de l'activité de nutrition chez nos gamars. On n'avait pas d'impact, par contre, sur le nombre d'embryons qui étaient produits par les femelles. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, on n'a pas été jusqu'à regarder comment était la génération d'après. On a montré chez les deux sexes donc une diminution de l'activité de nage et un regroupement des gamars, ce qui est plutôt synonyme de stress à ce stade-là chez nos gamars. Donc un impact, en tout cas à des doses relativement faibles chez nos gamars. Oh, pardon. Chez les petits dont le chevalier, donc notre niveau trophique supérieur, notre population qui est notre fil conducteur, on a montré qu'à 3 microgrammes par litre, on avait 10% de mortalité en plus. Donc, comme chez les gamins, au final, une mortalité qui reste relativement faible. On a montré que les tailles à l'éclosion étaient augmentées avec la contamination, quelle que soit la température. Alors ça peut paraître un effet plus ou moins bénéfique, mais pas forcément. Ça peut être sur le coup, c'est ce qu'on va appeler les effets dits d'hormèse, où au final, derrière, ça va retomber. Par contre, on a montré une augmentation des malformations, une durée de temps à l'éclosion qui était plus courte et puis une diminution de l'activité de nage chez nos animaux.
Quand on s'intéresse vraiment à notre scoring global, ici, comme on l'a fait tout à l'heure avec les PCB, on voit que à température optimale de croissance, pour la plus forte dose et puis pour la dose modérée, ici, on est à +5, +6, donc on est sur des effets qui vont impacter les traits de vie, qui vont avoir des potentiels impacts, mais où on est encore dans la réversibilité. Par contre, quand on augmente la température, quand on est à 8,5 degrés, là, on augmente les effets, notamment pour la plus forte dose, et là, on va avoir des effets qui peuvent durer dans le temps. Donc ça, c'était vraiment un fort impact de cette molécule-là. Donc, et pour notre gamard, eh ben, un impact sur la mortalité donc, chez les gamards mâles, notamment, juste +10%, diminution de l'activité de nutrition, et puis ici, de l'activité de nage. Donc, si on fait un petit bilan, en tout cas sur nos populations d'ongles, en comparaison des PCB et de la 6-ppdéquinone, sur les PCB, on a vu qu'avec la transmission maternelle, ben, on avait une forte mortalité. En fait, on l'augmente de +60% cette mortalité. Donc, un impact sur la population qui est drastique tout de suite. Et pour les plus fortes doses, on a des effets qui peuvent être irréversibles et couplés à la température, des effets sublétaux qui vont durer dans le temps. Donc là, on a une explication probable. Par contre, pour la 6-ppdéquinone, eh ben, on voit qu'à elle seule, en tout cas, même quand elle est couplée avec la température, on peut pas expliquer les diminutions des populations de l'ongle chevalier dans le Léman et dans Annecy. Donc, on s'est posé la question parce qu'on s'est dit, dans la vraie vie, en fait, eh ben, notre 6-ppdéquinone, elle n'est pas toute seule, en fait. Parce que quand on reprend notre voiture, quand elle va être sur la route, on va avoir plein de molécules qui vont être dégagées dans les poussières de route et qui vont arriver via les eaux de ruissellement dans nos lacs. Parce que quand elle va rouler, notre voiture, elle va faire des molécules d'échappement, notamment des HAP, elle va faire des éléments traces métalliques avec les freins, avec notamment le zinc. Mais bon, il fallait bien commencer par quelque part. Donc, on a repris notre molécule 6-ppdéquinone et on l'a mis en complexe avec un HAP, un HAP qui est plutôt connu, qui est plutôt bien caractérisé, donc le BAP. Alors, pourquoi le BAP? Parce qu'en plus, il est présent dans 75% dans les sédiments des masses d'eau du bassin Rhône-Alpes-Méditerranée-Corse. Donc, c'est quelque chose qui est assez présent, qui est bien caractérisé. On connaît ses effets sur de nombreux animaux, notamment les effets transgénérationnels, les effets d'induction des malformations larvaires. Donc on le connaît bien, il fait partie aussi des HAP qui sont les plus toxiques, donc potentiellement à surveiller. Donc ce couplage de ces deux molécules-là a donné lieu à la thèse de Fanny Laure-Thomasin, où elle va regarder justement ces deux molécules couplées à un effet température avec un axe plutôt in natura, où on va caractériser les polluants dans le lac, et plutôt in vivo, où là on va faire vraiment de l'expérimentation comme on l'a fait précédemment. Euh, donc je vais vous présenter les résultats de l'expérimentation in vitro. Donc, ce qu'on a fait, c'est on travaille toujours sur nos petites dombes chevaliers, les premiers stades de vie, et puis on a regardé la 6-ppdéquinone à 0,5 microgrammes par litre, à 3 microgrammes par litre, donc notre contamination forte. On a contaminé également au BAP à 8 nanogrammes par litre. Donc là, on s'est mis en contamination médiane hein, des déversoirs, toujours nos deux températures. Et puis on a fait des effets cocktails où on a couplé la présence du BAP et de la 6-ppdéquinone à faible concentration, puis du BAP et plus la 6-ppdéquinone, pardon, à forte concentration. On a fait le même protocole que d'habitude. On a appliqué donc notre théorie des pulses pour avoir notre scoring ici, avec les paramètres biodémographiques de survie, de croissance, les paramètres physiologiques de stress et de métabolisme, les paramètres comportementaux. Et puis on a regardé aussi les effets vraiment toxiques avec les effets synergiques additifs ou nuls. Donc sur la mortalité, la seule chose qu'on a montré, c'est que quelle que soit la contamination, finalement on a juste un effet température qui est noté. Quand on va s'intéresser au taux d'expression, qui est un proxy un petit peu du métabolisme, on a une hausse en fait avec la température, mais qui est surtout tirée par la contamination faible en 6-ppdéquinone. Au niveau de l'activité de nage, on a une diminution de l'activité de nage, quelle que soit la contamination, mais ça on l'avait déjà vu sur l'étude précédente.
Et puis, quand on va s'intéresser aux neurotransmetteurs, en fait, on a une diminution, ce qui est finalement corrélé avec notre activité de nage qui va diminuer. Alors, si je devais faire une petite hiérarchisation de ces différents effets, ce qu'il faut retenir sur cette étude-là, c'est que finalement, les effets cocktails à 8,5, en fait, ils vont avoir un impact global qui va être élevé parce qu'on va être sur des effets qui vont être irréversibles avec de la neurotoxicité qui a été montrée synergique entre la température et puis ce cocktail, donc BAP et 6-ppdéquinone. Et puis une déplétion énergétique, donc en fait, elles vont plus consommer leur énergie, ces larves-là, finalement. On va avoir un impact plutôt élevé du BAP seul à 8,5 degrés. Donc ça, c'est plutôt connu dans la littérature, où on a une neurotoxicité, notamment avec une hyperactivité de nos larves et puis du stress oxydatif. Là où on rentre dans les bonnes nouvelles, c'est que finalement, ce cocktail, donc 6-ppdéquinone plus BAP à 5 degrés, on est sur un effet plutôt modéré à élevé. Donc là, on va avoir du stress qui va en tout cas des syndromes qui vont pouvoir être réversibles ici. On observe des comportements anxieux et puis du stress oxydatif. Quand on est en 6-ppdq à 8,5, donc on est en stress réversible ici avec une neurotoxicité et du stress métabolique. Et BAP seul à 5 degrés, c'est pareil, on est sur des stress qui vont pouvoir être réversibles avec de la neuroactivation, comme on l'a dit, mais ça c'est plutôt connu dans la littérature, cette hyperactivité de la larve, et puis un stress oxydatif finalement qui va être relativement léger. Donc, on a voulu continuer sur le terrain pour regarder un petit peu ce qui se passait dans la vraie vie. Alors ça, c'est encore en cours. On est en train de regarder justement dans nos sédiments, dans l'eau et dans les animaux, un petit peu comment finalement ces molécules-là vont se partager dans les différents compartiments de la vraie vie. Alors, on s'est intéressé donc au lac d'Annecy parce qu'il était déjà caractérisé en HAP par de précédentes études. Donc, entre guillemets, on savait déjà où aller chercher puisque la contamination en HAP, potentiellement, on s'est dit qu'elle était aussi liée à notre contamination en 6-ppdéquinone. Donc ça, c'est des tests qui sont en cours, donc suite au prochain épisode. Mais on a quand même continué à avancer en parallèle puisqu'on s'est dit ok, on a un impact de ces deux molécules-là, mais quand même, quand on reprend notre voiture, et ben notre voiture, en fait, elle va vraiment émettre plein de particules et puis elle va gratter aussi l'asphalte. Donc on va s'intéresser un peu à la poussière de route aussi en elle-même. Toujours ici, on a repris des animaux modèles, justement le gamard, parce que c'est plus facile et puis on manque vraiment de références ici. Et on s'est posé la question finalement de cette poussière de route. Est-ce que sa toxicité, elle pouvait être due à la 6-ppd, à la 6-ppdq toute seule, aux effets cocktails, finalement plutôt à la particule de pneu et avec tout ce qu'elle va dégager, ou au complexe total de notre poussière de route où finalement on va avoir un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos gamards, on les a mis en balnéation, on a mis en balnéation donc des particules de pneus, donc qui ont été fournies par les 5 grands constructeurs de pneus. On avait fait des prélèvements de poussière de route. Donc là, c'est la route départementale 1504 qui a été prélevée, où on a 20 000 véhicules jour qui passent, ce qui représente 20 grammes de poussière de route par jour. On a contaminé en balnéation. Donc balnéation, en fait, c'est qu'on injecte dans l'eau et la bestiole, elle flottouille dedans. En 6 ppd à 1,5 microgramme par litre. En 6 ppdq, donc à 0,5 microgramme par litre. Et puis en cocktail de nos deux molécules. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Alors, ce qu'on a fait ensuite, c'est que donc l'expérience a duré un mois. Donc ça, c'est les petits bocals dans lesquels on trempouillait nos animaux. Sur la chimie, du coup, on a fait des dosages dans l'eau des différents HAP, de la 6-ppd, de la 6-ppdq. On a regardé la bioaccumulation dans les gamards et puis aussi ce qui était passé dans le sable pour avoir en in vitro, pardon, ce qui se passe un petit peu sur notre colonne d'eau en parallèle de ce qu'on a recherché sur le terrain. Et puis, toujours en appliquant la théorie des pulses ici à Neugamar, on va regarder des paramètres notamment de reprotoxicité, de consommation de nos feuilles d'aulne, de comportement et puis de stress. Donc les premiers résultats sur la chimie, donc on a caractérisé un petit peu les poussières de route ici. Donc sur les poussières de route, on retrouve, donc là c'est notre fameuse route départementale, on retrouve de la 6-ppd à 1,89 microgrammes par litre
par gramme de poussière de route, la 6-ppdq à 0,1 microgramme par gramme de poussière de route. Quand on s'intéresse ici à nos particules dans les pneus, en fait, bah, vous voyez que la 6-ppd, j'ai envie de dire, évidemment, elle explose. On est à 5603, mais comme c'est la particule qui est attenante dans la construction en fait de notre pneu, c'est normal qu'on en retrouve autant. Mais du coup, on l'a caractérisée et puis on retrouve évidemment de la 6-ppd quinone aussi. En termes de HAP, donc là, je vous en présente certains. Je vous fais pas les nombreux HAP qui ont été déterminés, mais on retrouve un petit peu de BAP. Ici, dans nos pneus, on est à 0,16 microgrammes par gramme de pneus. Et pour la poussière de route, on est à 0,06 microgrammes par gramme de poussière de route. Donc, on est quand même sur des contaminations, en tout cas, qui sont plausibles par rapport à ce qu'on a fait dans l'étude précédente. On était à 8 nanogrammes par litre. Donc ensuite, on a caractérisé dans nos gammars et dans le sable pour voir si on retrouvait nos molécules, en fait, pour regarder la bioaccumulation ici. Donc pour la 6-ppd quinone, et ben finalement, en fait, on est quasiment tout le temps en dessous de notre limite de détection, puisque pour les gammars, on est à 1 nanogramme par gramme, et dans le sable, on est à 0,63 nanogrammes par gramme. Donc on est un petit peu en limite dans le sable pour les poussières de route notamment. En tout cas, dans l'eau, on ne retrouve rien. Par contre, ce qu'on va retrouver, c'est quand on va s'intéresser à la 6-ppd. Alors ça, c'est normal, j'ai envie de dire, puisque dans nos particules de pneus, en fait, quand on va regarder où elles se sont bioaccumulées dans les gammars, donc à chaque fois, vous avez les gammars en bleu, F c'est femelle, M c'est mâle, et quand vous avez le S à côté, c'est sable, donc en orange ici. Donc on voit qu'on retrouve notre 6-ppd quand ils sont contaminés avec les pneus, mais en même temps, on en avait tellement dans le pneu que c'est normal, et dans la poussière de route aussi. Alors là, on soupçonne aussi un petit effet particulaire où finalement, en fait, quoi qu'il en soit, en fait, quand on met de la particule de pneu ou de la poussière de route, ils vont être ingérés et il y a une partie qui va rester un petit peu solide. Et par contre, dans l'eau, on est en limite de détection aussi. Sur les effets, pour l'instant, donc ça c'est les premiers résultats sur la mortalité, on n'a pas d'impact, ni de notre 6-ppd, ni de notre 6-PDQ, ni de notre mélange, ni de notre pneu, ni de nos poussières de route. On a une tendance à la diminution, notamment au niveau des mâles à chaque fois, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu l'an dernier finalement. Et puis au niveau de notre reprotoxicité, pour l'instant, enfin, on voit rien. En tout cas, pas d'impact. Donc ici, quand on se remet dans notre mini-chaîne, sur les gammars, en tout cas la 6-ppdq, on a un impact sur la mortalité avec une augmentation de 10%. On a moins de nutrition quand elle est toute seule et un impact sur le comportement de nage. C'est toujours en cours sur nos particules de pneus et nos poussières de route. Donc ça, c'est suite au prochain épisode. Si on fait le bilan, par contre, sur nos ongles chevaliers avec nos 3 types d'études qu'on a menées dessus, en tout cas, les PCB, on peut dire que c'est une réelle potentielle explication. En tout cas, ça participe activement à la diminution de la population d'ongles chevaliers dans ce lac-là, notamment via la transmission maternelle des PCB. La 6-ppd-quinone, en tout cas pour les lacs Léman et Annecy, ce qu'on voit, c'est que quand elle est seule, on a un impact juste de 10% sur la mortalité, donc ce qui est pas énorme. Et quand on regarde finalement les scorings et les atteintes qu'on peut mesurer avec la théorie des pulses, on a une augmentation, notamment quand c'est couplé à la température. On reste sur des effets qui vont être irréversibles à partir de +9, là on est à +10. Par contre, quand on a en effet cocktail couplé à la température, là on augmente, même quand on est à 5 degrés pour la contamination forte en 6-ppdq plus BAP. Mais néanmoins, ça explique pas ces effets sublétaux, en tout cas, et cette légère diminution de la mortalité, quoi qu'il en soit, vraiment cette chute de la population. C'est certainement autre chose qui va continuer à falloir explorer, notamment au niveau de la poussière de route, parce qu'on l'a pas testé sur ces animaux-là. Donc les perspectives ici, c'est de continuer à explorer
ces poussières de route sur nos populations d'intérêt, ces effets cocktails, et puis continuer en parallèle quand même à caractériser cette poussière de route, notamment avec le transport atmosphérique et la distance en fait par rapport au lac du transport de ces poussières, ces impacts potentiels. Donc ça, c'est pour la partie terrestre et aérienne, j'ai envie de dire. Et puis si on revient à notre partie aquatique, regardez aussi, et surtout, j'ai envie de dire aussi dans la chaîne trophique, avec peut-être pas forcément de la contamination par balnéation, mais plutôt par nutrition de nos animaux. Donc ça, c'est vraiment la partie acquisition aussi de données. Et puis l'idée derrière, quand même, c'est cette idée de, OK, on sait que ces particules peuvent avoir un potentiel danger. Maintenant, comment on les gère, comment on les traite? Alors, il y a déjà des études qui commencent à traiter le sujet, hein, et qui regardent justement avec des bassins de rétention, avec différents types de sédiments, comment on peut piéger ces particules-là. Donc ça, j'ai envie de dire, ça, c'est le cheminement vers lequel on voudrait aller. Donc voilà un petit peu où on en est sur tous ces impacts et sur ce que je peux vous raconter sur nos potentiels effets sur ces molécules-là. Je vous remercie à tous. Donc je remercie notamment, oups là, les nombreux partenaires et puis surtout le Café ZAB, la ZAB d'avoir soutenu nos activités avec l'Agence de l'eau en grande partie, comme vous avez vu, il y a des logos souvent parce que vous avez été des grands acteurs de cette recherche. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. Voilà. Bah, écoute, merci pour ce tour de piste. C'était vraiment une enquête, hein. Moi, voilà, je les ai vécues comme ça, ces différentes études qui ont été conduites d'une année sur l'autre. Peut-être que pour démarrer les échanges, comme à chaque passage, quand tu as parlé des PCB et d'essayer de voir en termes d'éléments d'information qui étaient intéressants, c'était par rapport aux politiques de repeuplement, par rapport à la 6-PPD quinone et les effets cocktails, etc. Tu parles de traitement, du ruissellement pluvial, voilà. Donc on peut peut-être donner en ouverture la parole à Cyril Girel qui est de Chambéry Métropole et qui travaille au sein de la direction eau et assainissement de Chambéry Métropole pour un premier regard. Voilà, Cyril, on te donne la parole pour démarrer. Donc bah déjà, je remercie Émilie parce que c'est effectivement très intéressant hein, ce qui a pu être étudié. Euh, donc bah, Cyril Girel, je suis responsable du pôle environnement, qualité et sécurité prospective au sein de la direction de l'eau et de l'assainissement de Grand Chambéry. Et pour la petite histoire, j'ai travaillé pendant 20 ans au CISALB précédemment, donc je connais relativement bien les problématiques liées au lac du Bourget. Et ça vient ajouter une pierre à l'édifice des problématiques que peut avoir ce lac. Je vois que la problématique des PCB n'est toujours pas finie d'être étudiée et continue à soulever encore des questions, donc c'est très bien comme ça. Euh, Première réaction, c'est oui, justement, bah, par rapport au PCB, c'est une histoire qui dure depuis quand même quelques décennies. Euh, Ça vient apporter une pierre de plus à la compréhension de la pollution, enfin en tout cas de la toxicité de cette molécule par rapport à l'omble chevalier et aux espèces aquatiques. Euh, pour autant, se pose toujours la problématique sur le lac du Bourget des apports assez en PCB, puisque on a eu plusieurs phases de dépollution des principaux cours d'eau qui étaient contaminés et qui étaient une source importante de contamination au PCB. Je vois que, et puis en discutant encore avec le CISALB et l'Université de Savoie, que les sources, en tout cas d'alimentation du lac, ne sont pas totalement coupées et que ça reste encore un travail à faire si on veut pouvoir sortir de cette problématique liée au PCB. Ça, c'était pour les PCB. Maintenant, par rapport à la nouveauté, parce que là, pour le coup, je découvre hein, la problématique liée aux poussières de route, de voirie, on se doutait bien que de toute façon, ça n'allait pas être anodin, qu'il allait y avoir une problématique liée à ces poussières. Hein. Ça a été évoqué par Émilie, entre les métaux lourds, les HAP, la gomme des roues. Alors, j'avais pas forcément la connaissance précise des molécules qu'on pouvait retrouver, mais on se doutait bien que de toute façon, ça pouvait pas rester sans impact sur l'environnement. Alors, en tant que justement d'une direction de l'eau qui gère les eaux pluviales, nous, ça nous interpelle par rapport à la politique qui est menée sur la gestion des eaux pluviales à l'échelle du territoire, de deux façons. La première, c'est que ça va plutôt dans le bon sens, c'est que comment dire, ça nous
ça va dans le sens de notre gestion des eaux pluviales où on a pris la décision d'avoir une gestion des eaux pluviales à la source, de gérer les eaux pluviales par infiltration de surface, donc pour bénéficier de la filtration du sol. Donc ça, c'est quelque chose qui se généralise même pour les eaux de voirie dans certains secteurs de l'agglomération. Par contre, là où ça vient un petit peu contrecarrer, je dirais, ou aller dans l'autre sens, c'est que la nappe de Chambéry, puisque c'est quand même l'élément central de notre protection sur le territoire, a une partie de sa surface qui est en nappe libre et où l'infiltration donc pourrait générer des problématiques particulières au vu des premiers résultats. Donc c'était le premier retour que j'avais sur la présentation. Mais donc cette gestion, enfin cette notion de gestion des eaux pluviales, en tout cas, on en est qu'aux prémices et interroge pour les modalités à venir. Ok. Dans la question des eaux pluviales, oui, effectivement, ça confirme l'intérêt de faire des solutions fondées sur la nature, Tout à parce fait. que si ces eaux sont, parce qu'en en fait, les solutions fondées sur la nature, ça permet d'arrêter tout ce qui est pollution particulière. Ça vous permet d'avoir quand même l'eau qui revient au lac, parce que sinon, si c'était en régime collectif, bah, ça passe dans le tunnel et ça arrive plus au lac et ça aurait un manque d'eau en termes de Alors, quantité d'eau. Donc alors, effectivement, ça c'est semble pas tout à conforter. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'a qu'une toute petite partie de l'agglomération qui est en unitaire, hein, c'est le centre-ville ancien de Chambéry et de Challes-les-Eaux. Ouais. Le reste reste en séparatif et retourne bien au lac par la Lesse, hein. Mais Hum, ça reste une eau qui serait contaminée par le ruissellement, qui transite par la Lesse, qui reste un milieu relativement sensible, notamment en période d'étiage, où on peut avoir en période d'orage des déversements en plus liés aux eaux usées. Enfin, ça devient un cumul de problématiques qualitatives, quoi. ok, d'accord. Bah, merci beaucoup pour Merci beaucoup. ce premier témoignage, Cyril. On va maintenant donner la. Est-ce que tu voulais répondre quelque chose, dire quelque chose, Émilie, par rapport à ce que disait Cyril? Euh, bon, pas forcément. En tout cas, sur l'infiltration de surface, il y a quand même. Enfin, là, la pub que j'ai montrée à la fin, typiquement, elle montre que ça reste très efficace sur notamment les particules de pneus et de route. Donc, toutes ces solutions-là, oui, effectivement, c'est des très très bonnes solutions. Moi, j'avais dans le cadre de l'OTU, de l'Observatoire terrain en hydrologie urbaine, quand j'ai le souvenir de quelque chose qu'on disait que tout ce qui était pollution particulière, elles sont piégées dans les 50 premiers centimètres du sol. Ouais. Quoi, c'est cet ordre de grandeur que j'ai en tête. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Mhm. C'est effectivement ce qu'on retrouve dans la littérature. Alors pour autant, il faut également que ce soit sur les 50 premiers, enfin les 40 ou 50 premiers centimètres, soit de la terre biologiquement vivante, Mm, végétalisée, une vie biologique, parce que sinon effectivement l'impact de filtration par le sol est vraiment limité, quoi. mm. Ok. Eh ben, merci. J'ai une question. Vous pouvez mettre des questions dans le chat si vous le souhaitez. J'ai une première question de Vincent Crévolin. J'ai entendu parler de la durée de vie limitée de la CPPDQ dans Oui. l'environnement. Est-ce que ça ne protégerait pas finalement les lacs où le volume permet la déconcentration et la destruction de la molécule? À l'inverse, les rivières seraient plus vulnérables lors des crues. Alors, Quel élément peux-tu apporter, Émilie? Alors c'est une très bonne, c'est une très bonne remarque parce qu'en fait finalement cette molécule-là, la 6-ppénéquinone, effectivement, elle a une durée de vie qui est finalement assez faible dans l'environnement. Alors je pense que sur le saumon SCO, là, le choc de ruissellement, ça a été un peu un shoot qui a été fait. Et finalement nous ce qu'on retrouve, c'est finalement plus la 6-ppd que la 6-ppdéquinone en tout cas, là dans nos poussières de route typiquement. Euh, donc oui, ça peut peut-être protéger. Maintenant, je pense qu'il faut quand même partir en un petit peu continuer l'exploration, peut-être sur la molécule plus primaire, qui a fait un peu moins le buzz jusqu'à maintenant, qui est plutôt la 6-ppd.
Je peux juste intervenir. La durée de vie de cette molécule, même si effectivement elle peut avoir une durée de vie courte, moi ça m'interroge sur en fait, la fréquence d'alimentation des milieux par ces molécules. C'est-à-dire que même si elle a une durée de vie courte, mais que en permanence on vient en rajouter lié au ruissellement urbain, parce qu'il pleut quand même assez fréquemment dans nos régions, euh, euh, bah, est-ce que ça limite pas en fait cet impact d'une durée de vie faible? Ben, ouais, parce que en fait, typiquement, cette molécule-là, elle va être véhiculée par les eaux de ruissellement et par, notamment, elle va se mettre un petit peu dans les déversoirs, ou en tout cas, elle va être retenue là, et c'est finalement quand ça, on va avoir des flèches de pluie où elle va avoir, où elle va être déversée en excès, entre guillemets. Sinon, comme elle va être complexée avec les molécules, elle peut rester en tout cas plutôt sur la route. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt à double tranchant. Mais tout ça, c'est encore très exploratoire. Il y a Mhm. encore quand même pas mal de tests à faire pour tester ça, hein. Parce que là, typiquement, sur la poussière de route, on l'a fait qu'à un moment donné. Et là, les prélèvements qu'on a fait sur l'axe, c'est à un moment donné aussi, on n'a pas l'effet saisonnalité. Donc ça, c'est aussi quelque chose à aller explorer sur le terrain. C'est ces aspects justement saisonnalité entre l'été et l'hiver, avant orage, après orage. Enfin, il y a encore quand même pas mal de choses à faire. Pour le moment, ça reste un petit peu, voilà, hypothétique. On voit un petit peu ce que ça donne, mais il faudrait aller le tester sur le terrain. Ok. Sur l'effet de température, vous avez testé, bon, c'est intéressant, ces différentes espèces et avec des effets euh, en rajoutant successivement différentes choses. Pour l'effet température, vous êtes parti d'une température, vous avez testé à tel degré ou tel autre. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à des évolutions brutales de température à un moment donné qui fragiliseraient peut-être les populations de poissons? En tous les cas, je sais que c'est recherché par ailleurs Mhm. sur d'autres territoires. Alors nous, on l'a pas fait. On a Hum, fait à température constante. hum, Mais effectivement, ça serait aussi quelque chose à tester parce que, en fait, finalement, la température, elle va avoir et un impact sur nos individus et un impact sur les molécules elles-mêmes. hum, Sur les PCB, c'est plutôt bien connu. Quand on augmente la température, on augmente leur toxicité. Nous, on l'a pas fait, mais c'est vrai que ça serait une piste d'amélioration de ces études-là, de hum. faire varier la température à certains stades de vie un petit peu particuliers, où typiquement, quand la larve elle va commencer à se nourrir, peut-être augmenter la température peut avoir des impacts potentiellement importants, parce que ça va demander une demande énergétique qui va être plus importante pour les larves, et en même temps, il va falloir qu'elles se nourrissent. Donc là, ça peut avoir des impacts importants. Ok. Mais non, on l'a pas fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas comme ça dans le chat. Moi, j'ai une question sur ces 6 ppdq. Ça se met euh, par rapport aux différents poissons. C'est dans toutes les parties du poisson. C'est que sur dans certains espaces, sur Alors, certains organes. Voilà. oui, ben là, il y a une pub qui est sortie hier. Donc, tu vois, tu es au top Ah. de la pub et qui a montré, en fait, alors, c'est, je sais plus sur quel poisson, je crois que c'est la carpe. Ils ont montré que c'était dans le cerveau et dans le foie qu'on en retrouvait le plus. D'accord. Donc, Ok. du coup, tu vois, enfin, ça rejoint l'hypothèse du fait de l'impact neurotoxique de cette molécule. Ouais. Ça confirme en tout cas nous ce qu'on voit sur les atteintes au niveau du comportement et de la neurotoxicité. Eux, ils ont montré qu'ils avaient une accumulation dans le cerveau, en tout cas qui était importante. Dans le cerveau et dans le foie. Et pas forcément dans les muscles. Donc ouais, on commence à avoir de l'info là-dessus. D'accord. Ok. Je ne sais pas s'il y a des gens de fédération de pêche qui sont autour des participants par rapport à l'effet quels enseignements tirer des éléments faits notamment autour des PCB sur qu'est-ce qui est à préconiser en termes euh, de repeuplement de l'omble chevalier. Apparemment, les femelles, elles sont hyper polluées. Euh,
Ben, typiquement, s'il y avait, en fait, je pense que dans l'idéal, on va dire, ça serait de sélectionner au moment du repeuplement les femelles les moins contaminées. Hum, Mais le problème, c'est que il faudrait des tests rapides de détection parce que faut le faire tout de suite, quoi, quand on fait du stripping. hum, Voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément encore la technologie, en tout cas, pour le faire, parce que hum, ça reste encore de la détermination qui reste un petit peu coûteuse. hum, L'analyse est un petit peu longue, en fait. Mais dans l'idéal, ça serait ça. Ça serait à chaque fois de prendre les femelles les moins contaminées pour avoir la transmission dans la descendance, lui donner le plus de chances possible, en fait, en termes de survie. Parce hum, que là, on voit bien que en laboratoire, donc en conditions, j'ai envie de dire presque de vie parfaite, il n'y a pas de prédateurs, il y a de la nourriture à foison, enfin, hum, tout va bien pour les larves. On arrive quand même à 20% de survivants quand on est à température optimale. Et hum, quand on chauffe que de 4,5 degrés, il nous reste que 12% de survivants. Et les hum. survivants sont pas en super état non plus. Donc, Ok. Ah, euh, alors, il y a une question d'Olivier Vaille de France Nature Environnement. Depuis quand les fabricants de pneus utilisent les 6 ppd et les 6 ppdq? Peut-on corréler la chute des populations à l'apparition de ces polluants? alors, je pense qu'ils les utilisent depuis longtemps parce que, en fait, pour donner le petit historique de cette molécule-là, à la base, c'était un pesticide qui était utilisé puis qui a été repris justement pour ce côté un petit peu protection, en fait. Donc, ça fait déjà des années qu'il est utilisé dans les pneus, hein. Alors, Hum, j'ai pas de date précise, mais hum. ça fait quand même plusieurs décennies. Et donc, vous avez une collaboration avec Michelin Ouais. pour tester leur... Alors, c'est des nouveaux pneus qu'ils veulent faire avec des additifs Alors, qui sont moins polluants. C'est... non, en fait, moi là, Michelin me finance, en gros, pour savoir si cette molécule elle a un impact ou pas. hum. En gros, Ok, d'accord. parce que je pense que les premiers concernés, s'ils doivent faire quelque chose, c'est eux. Donc, donc c'est plutôt une collaboration qui est très ouverte avec eux, voilà. Ok, Et c'est d'accord. ce qui nous a permis aussi d'avoir des particules des 5 constructeurs de pneus. Donc de tester vraiment Hum. ces particules de pneus, tout modèle confondu. Et de Donc les ça, voir c'est en plutôt effet chouette. cocktail. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Il y a une question des gens de Veolia. Des études ont-elles aussi été menées sur la flore, la capacité d'absorption d'absorption ou d'absorption, tout ce qui est phytoépuration. Est-ce que bah, justement, si on fait solution fondée sur la nature, Alors, est-ce que ça capte, est-ce que tu as des éléments? pour le moment, ça, tout ça, ça fait partie des perspectives d'études parce qu'on n'en a pas, on n'a pas d'éléments. Ce qui a été testé, c'est différentes granulosités de sédiments. Là, dans la pub que je vous ai montrée à la fin, où ils montrent que finalement, ils arrivent à capter les grosses particules. Mais sur tout ce qui va être plantes, justement, phyto, on n'a pas encore d'éléments dessus et finalement, ces molécules-là sont peu testées dessus. C'est Hum, encore des terrains de jeu qui sont inexplorés, j'ai envie de dire. Donc hum, ça fait aussi partie des perspectives à aller regarder un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, notamment au niveau de la... Alors, avec deux entrées, hein, l'entrée chaîne trophique, justement, pour regarder comment ça va se transférer, et puis aussi l'aspect protection de l'environnement. Est-ce que finalement ça va capter et ça va pas désorber? Donc il y a il y a ces deux entrées-là. Ah, on te pose également une question. À votre connaissance, des tests ont-ils été faits sur des larves d'éphémères, trichoptères, diptères, libellules? Alors non, ça a Ils été... sont c'est la base alimentaire de Ouais, poissons de montagne. non, ça n'a pas été fait. Et ça, justement, c'est un truc qu'on voudrait faire, justement pour explorer la chaîne trophique. Oui, puis Parce que peut-être la ça, pollution, tout ce qui est ouais. pollution atmosphérique, en fait, qui. Alors, oui, pollution atmosphérique aussi, on n'a pas. Il y a une étude qui a été faite, mais sur le ver de terre, euh, par justement l'équipe du Centre Écotox de Genève, et qui Hmm. avait montré donc des impacts sur les vers de terre. Donc voilà, c'est encore, on est encore un petit peu au début quand même de l'exploration sur ces molécules-là. Ça vient, mais finalement, elle a fait le buzz il n'y a pas si longtemps que ça, donc on a encore plein de choses à faire. Ok.
Ta, 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 ta. Ok. Je pense que c'est. Alors, Cynthia, certains pays ont des obligations réglementaires concernant les traitements des eaux de chaussée de route à fort trafic. Exemple, la Suisse. Avez-vous des connaissances de tels dispositifs actuels ou à venir en France ou en Europe? Ah. Ah, bonne question. Alors, non. Je sais qu'ils ont un traitement des eaux différentes et justement, ça serait intéressant de regarder un petit peu les effets de leur traitement versus, enfin, en fait, de regarder sur tout le lac, typiquement en prenant le lac Léman, pour regarder différentes gestions et les impacts de ces gestions-là. Mais ça reste des perspectives. En tout cas, moi, D'accord. j'ai pas connaissance de la législation ni d'une potentielle évolution de la législation. Ok. Après, ce qu'il faut bien se souvenir, c'est que ces molécules-là, la 6-PPD et la 6-PPD-quinone, elles rentrent dans les molécules émergentes. Hum, Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand une molécule, entre guillemets, fait le buzz, il faut du temps pour qu'il y ait une législation derrière et voilà, que ça se mette en place, en fait. hum, ok. Voilà. Finalement, par rapport à, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ces recherches-là, bah, les PCB, là, il y a des travaux depuis longtemps sur la 6PPD et 6PPDQ. Là, c'est nouveau. Ça relève de compréhension de processus d'effets sur de présence et puis d'effets sur un certain nombre d'espèces, des études fondamentales, mais qui permettent d'avoir une veille sur ce qui peut sortir comme polluant. Euh, qui peut être mise en avant à un moment donné. Je pensais à la question des PFAS, où il y Mhm. avait des premiers travaux qui étaient faits en 2012, et on en parle maintenant. Donc Mhm. le temps de réactivité, quoi, c'est un alignement de planète entre les gens qui s'y inquiètent, des études de recherche, des recherches qui sont faites, des lanceurs d'alerte qui arrivent. Donc là, on est peut-être sur ce sujet-là, sur Mhm. une base de connaissances qui est produite à l'échelle des lacs actuellement par vos équipes, qui sont riches pour comprendre l'évolution la présence de ces molécules en fait et de ces polluants dans le milieu. Mm. Voilà, c'est ce que peut-être pour ça que bah, je redonne peut-être la parole à Lionel, mais vous avez suivi des quoi. Je pense que ça relève de types de travaux comme il y a eu sur les PFAS fut un temps, un peu des études un peu sentinelles pour voir ce qu'il y a finalement dans le milieu pour avoir en stock des connaissances euh, pour l'action. Mm. Ok. Eh ben, voilà, ça me semble, si plus personne veut s'exprimer, je pense que nous sommes arrivés au bout. Eh ben, écoutez, vous pouvez remettre vos caméras, hein, voilà. Moi, je remercie tous les participants. Je remercie particulièrement Émilie, réaliste, qui a porté cette présentation de tout travail d'un gros collectif de la ZABRE, hein, entre Ecartel et Editem. Je remercie Lionel Navarro de l'Agence de l'eau, Cyril Girel qui a apporté aussi son témoignage, qui peut maintenant reprendre la route parce que il était caché, mais en fait, il est sur la route. Il va pouvoir reprendre la route pour aller, je sais pas où, je me demande si c'était pas à Toulouse, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va mettre cette présentation, elle est enregistrée, donc on la met sur la chaîne YouTube du Grès. Et voilà. Eh ben, Et des merci gens, beaucoup à tous. oui. Merci Et à tous également. voilà. Et ben merci. Et puis bonne continuation Merci. d'après-midi. Et puis ben, c'est bientôt le week-end, alors bon week-end.